Il y a quelque chose dans la civilisation occidentale qui lui donne un sentiment de supériorité et qui la pousse à vouloir traduire cette supériorité en domination, en utilisant la force militaire, vous savez, pour vous faire faire ce que je veux. Alors que du côté de la civilisation chinoise, c'était plutôt « nous sommes venus ici pour commercer, nous voulons faire des affaires ». Je pense qu'en général, cette différence subsiste encore entre les différentes civilisations. Bonjour à tous. Ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je m'entretiens à nouveau avec Évariste Bartolo, ancien ministre des Affaires étrangères de Malte. Puisque 2025 marque le 70e anniversaire de la conférence de Bandung, qui a ensuite donné naissance au mouvement des non-alignés, et que Malte faisait autrefois partie de ce groupe, j'ai pensé que c'était le moment idéal pour discuter de cette histoire et de sa pertinence contemporaine avec quelqu'un qui a travaillé dans cet environnement. Donc, Monsieur le ministre Bartolo, bienvenue à nouveau. Merci beaucoup. C'est un plaisir de discuter à nous. Eh bien, c'était en fait votre idée, qui est une idée fantastique, je dois le dire. Car Bandung et le mouvement des non-alignés ont, à mon avis, été largement sous-estimés dans l'histoire, non seulement de la guerre froide, mais aussi de notre monde actuel. Pourriez-vous peut-être nous expliquer un peu comment Malte est devenu membre du mouvement des non-alignés et quelle importance vous accordez à toute cette histoire de 70 ans? Malte faisait partie du mouvement des non-alignés parce que, encore une fois, ce n'était pas un choix idéologique de dire « soyons non-alignés ». En tant que petit pays à la périphérie de l'Europe du Sud et faisant face à l'Afrique du Nord, nous avions, au cours de nos plus de 8000 ans d'histoire, surtout lorsque la navigation a progressé et que les navires ont pu commencer à traverser la Méditerranée, non plus seulement longer la côte, mais traverser le centre de la Méditerranée. Malte est devenu un emplacement très stratégique. Si l'on voulait contrôler le centre de la Méditerranée et la relation entre l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord, il était important de contrôler Malte. Pourquoi pas les autres îles? Parce que Malte possède un port naturel très profond que l'on peut utiliser toute l'année. C'est pour cela que c'était Malte et non Lampedusa ou Pantelleria. Pendant 8000 ans, nous avons été disputés par les puissances de la Méditerranée. Les choses se sont beaucoup compliquées pour nous au XIXe siècle, lorsque la Grande-Bretagne est entrée en Méditerranée, et comme vous le savez, on l'appelait en fait la bouée de sauvetage de l'Empire. Le trajet de Londres à l'Inde passant par Gibraltar, Malte et le canal de Suez. Il était donc très important de contrôler Malte de ce point de vue, surtout à une époque où les navires ne pouvaient pas parcourir de longues distances à cause de la technologie de l'époque. Ils devaient s'arrêter quelque part, prendre du charbon, de l'eau. C'est pourquoi Malte est devenue très importante, car au début, la Grande-Bretagne n'était pas vraiment intéressée par le contrôle de Malte. Ils n'y voyaient aucune valeur jusqu'à ce que les amiraux arrivent à Malte, les gens de la flotte. Ceux qui étaient assis dans un bureau à Londres ne considéraient pas Malte comme importante, mais les membres de la flotte voyaient Malte comme très importante et disaient « Écoutez, nous devons la contrôler et ne jamais la laisser partir. » En fait, la première fois que le mot « neutralité » a été mentionné à propos de Malte, c'était en 1802, dans le traité d'Amiens, car ils ont dit « Nous rendrons Malte à l'ordre des chevaliers, mais assurez-vous qu'elle reste neutre vis-à-vis de l'Europe en cas de guerre. »
Mais ensuite, évidemment, cela a été très commodément oublié lorsque la Grande-Bretagne a compris que Malte était très importante à conserver. Et même lorsque nous avons obtenu l'indépendance en 1964, je fais donc maintenant un bond de 164 ans, ils voulaient s'assurer que, tout en se détachant politiquement de Malte, militairement, Malte resterait intégrée au bloc de l'OTAN. En fait, sans consulter le gouvernement maltais, ils ont laissé entrer l'OTAN. Ils ont laissé entrer l'OTAN. Ils ont permis à la 6e flotte américaine, aux avions de chasse, d'atterrir à Malte, et Malte est devenu le quartier général sud de l'OTAN, sans évidemment demander au peuple maltais ou au gouvernement maltais d'approuver une telle décision. Ils voulaient donc s'assurer que Malte resterait ainsi. Mais c'était là la différence fondamentale entre les deux principaux partis politiques. Il y avait le parti nationaliste, qui voulait que l'OTAN reste ici, et le parti travailliste, qui voyait que si nous restions une base, cela aurait un impact négatif sur notre développement économique. Car fondamentalement, avoir une base dans un pays aussi petit que Malte signifie que tout le pays devient une base. Donc si vous voulez développer le tourisme, l'industrie manufacturière, si vous voulez développer une économie civile où 60% de la main-d'œuvre ne dépend pas de la base militaire, mais dispose d'autres opportunités d'emploi, le choix était soit d'avoir un emploi au chantier naval avec les services militaires, soit en gros d'émigrer. La moitié de la population de Malte a dû émigrer dans les années 60. C'était l'époque de l'indépendance. Donc, si l'on voulait s'assurer que les gens restent impliqués et puissent mener une vie décente sur place, il ne fallait pas permettre que notre économie soit dominée par une présence militaire. C'est pourquoi le Parti travailliste, sous la direction de Dom Mintoff, a choisi la non-alignement. Déjà dans les années 50, à la même époque que Bandung, nous parlons de 1955, Mintoff avait écrit un article très intéressant publié par le New Statesman à Londres, intitulé « Un nouvel avenir pour Malte », dans lequel il soutenait que Malte devait être neutre et ne pas laisser son économie être complètement dominée par une présence militaire navale. Et cela rend Malte assez unique, car lorsque l'on regarde qui s'est réuni à Bandung, il s'agissait principalement de pays africains et asiatiques. Malte était alors le seul pays européen après que Mintoff ait rencontré Nasser au Caire. Et Nasser lui a dit, c'était en 1955-1956, « Pourquoi ne rejoindriez-vous pas l'APSO, l'Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques, car nous soutiendrions votre candidature à l'indépendance. » Malte n'avait pas été mentionné comme un candidat probable à l'indépendance nationale. La Grande-Bretagne ne voulait pas laisser partir Malte. Bien qu'à contre-cœur, elle savait qu'elle ne pouvait plus se permettre de conserver l'empire qu'elle avait auparavant. Alors que les États-Unis poussaient la Grande-Bretagne à se séparer de ses colonies, je pense que ce n'était pas pour une raison idéologique noble, mais parce qu'ils voulaient que la Grande-Bretagne démantèle ce qu'on appelait la préférence impériale. La préférence impériale signifiait que les colonies britanniques commerçaient entre elles avec des droits de douane très bas, mais qu'il y avait ensuite des droits de douane élevés envers les pays extérieurs, y compris les États-Unis. Et les États-Unis, qui craignaient beaucoup après la Seconde Guerre mondiale que leur production excédentaire soit trop importante pour le marché américain, Rothschild Fonds voulait accéder à des marchés mondiaux et considérait les anciennes colonies britanniques comme de bons débouchés. C'est pourquoi les États-Unis ont poussé à la dissolution de l'Empire britannique. Nous avons donc choisi d'être non alignés, parce que cela avait aussi un sens économique pour nous. Lorsque Mintoff est devenu Premier ministre en 1971, en moins de 24 heures, il a demandé à l'OTAN de partir. Il a dit à l'amiral Gino Berendelli, « L'exté partir ».
Il a pu le faire aussi parce qu'il n'y avait pas d'accord, pas de traité, pas d'accord écrit. Ainsi, comme ils avaient été introduits de manière informelle, on leur a dit « faites vos valises et partez ». Et entre-temps, il a négocié un nouvel accord avec la Grande-Bretagne, afin qu'en 1969, Malte n'ait plus de base militaire. Et dans sa constitution de 1986, il serait stipulé que Malte ne rejoindrait aucune alliance militaire, ce qui était l'un des principes de Bandung. Pas d'alliance militaire et pas de base navale ou militaire à partir desquelles attaquer d'autres pays. Un autre principe important de Bandung. Puis avançons jusqu'en 2004, lorsque nous avons rejoint l'Union européenne. L'Union européenne a dit « Vous ne pouvez pas faire partie d'un bloc. Vous ne pouvez pas faire partie du mouvement des non-alignés si vous rejoignez l'Union européenne. Nous respecterons votre neutralité. » Et j'espère que ce restera constant. J'espère que cela restera constant. Mais vous ne pouvez pas faire partie d'un autre bloc. Et donc, depuis lors, nous ne faisons pas partie du mouvement des non-alignés. Mais nous restons, du moins nominalement, neutres. Voilà donc notre histoire. La position de Malte est intéressante parce qu'elle fait partie de l'Europe, mais en même temps, elle se trouve en Méditerranée. C'est donc un pays euro-méditerranéen, ce qui signifie que sa position doit être très sensible vis-à-vis de l'Afrique, car nous sommes évidemment très conscients que l'Afrique est un voisin très proche de l'Europe. Mais aussi, l'histoire nous a appris que Malte est un carrefour entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Nous avons tendance à l'oublier. Nous avons tendance à penser que l'Asie est loin. C'est donc notre réalité géographique et notre histoire qui nous ont rendus conscients d'un monde plus vaste, au-delà de la Méditerranée, incluant l'Afrique, l'Europe, évidemment, et l'Asie. Oui, vous savez, je ne cesse de dire que les Européens oublient que l'Europe n'est en réalité que la péninsule occidentale du continent eurasiatique. Je veux dire, c'est une seule et même masse terrestre, elles sont reliées. Mais ce à quoi vous faites référence, c'est bien sûr la partie ouest asiatique du Moyen-Orient, n'est-ce pas, à laquelle Malte est reliée. Évidemment, il faut remonter dans l'histoire pour comprendre pourquoi l'Europe a développé une perception aussi eurocentrée et autosuffisante dans le monde. Au point que, même lorsque nous réalisons nos cartes, nous décidons que l'Europe est en réalité plus grande qu'elle ne l'est vraiment, afin de la placer au centre des cartes et au sommet, avec l'Afrique et de nombreux autres pays en dessous de l'Europe. Ainsi, même la manière dont les cartes ont été construites au cours des 500 ou 600 dernières années est une construction idéologique, vous savez. Mais cela renforce l'idée que vous êtes très important, que vous avez dominé le monde et que vous souhaitez encore continuer à le dominer. Non, absolument. Mais, vous savez, l'histoire que vous venez de me raconter ou de nous raconter à propos de Malte, comment Malte est redevenue indépendante, me rappelle tellement ce qui se passe en ce moment dans l'océan Indien avec Diego Garcia, n'est-ce pas? Le Royaume-Uni est enfin contraint de rendre quelques îles, mais il garde la plus grande pour encore 49 ans, n'est-ce pas? Et il la loue aussi aux États-Unis, tout en s'assurant que même sur les autres îles, l'île Maurice ne sera pas autorisée à conclure des accords avec une autre puissance dans un rayon de 26 000 nautiques autour des îles. Je veux dire, cela vient du Royaume-Uni, qui accuse d'autres États, la Russie et la Chine, d'être impérialistes, d'avoir des ambitions impériales, alors qu'eux-mêmes possèdent encore toutes ces bases avancées. On n'a même pas besoin de parler de Gibraltar et des îles Malouines. Pouvez-vous expliquer cette mentalité impériale, tout en ayant si peur que les autres soient impériaux? Eh bien, revenons un peu en arrière dans l'histoire. Dans les années 1830 et 1840, à Malte,
on réclamait la liberté de la presse. Elle venait tout juste de commencer à se développer en Grande-Bretagne elle-même. Et à Malte, ils disaient « Écoutez, nous devons aussi avoir la liberté de la presse ». La Grande-Bretagne avait promis qu'elle respecterait la souveraineté nationale et que le type de gouvernement local que Malte avait avant les Chevaliers serait rétabli. Cela ne s'est pas produit. Lorsqu'ils ont demandé la liberté de la presse, il y a eu un grand débat à la Chambre des communes et même à la Chambre des lords pour savoir si Malte devait se voir accorder la liberté de la presse. Il y a un discours célèbre du duc de Wellington qui s'est levé et a dit « Écoutez, êtes-vous fous? Donnons-nous la liberté de la presse à nos navires. Donnons-nous la liberté de la presse dans les casernes. Malte est un port, un havre et rien d'autre. Donc les Maltais ne comptent pas. Ce qui importe, c'est qu'il y ait un port, ce qui est très important pour notre contrôle stratégique de la Méditerranée et comme porte d'entrée vers d'autres continents. » Et cela a façonné l'attitude de la Grande-Bretagne envers Malte et envers d'autres colonies, en particulier ces îles qui étaient jugées importantes parce qu'elles faisaient partie du réseau impérial. Je veux dire, des petites îles comme Malte n'avaient pas de sens commercial. Ils ne voulaient pas de nos ressources. Ils ne voulaient pas de nos marchés parce que nous n'en avons pas. Mais l'emplacement stratégique, oui. Et pas seulement Malte, mais aussi d'autres endroits que vous avez mentionnés, Gibraltar, l'océan Indien. Et ils se sont assurés que la question de la souveraineté et de la démocratie soit toujours subordonnée aux besoins stratégiques de l'Empire. C'était donc très intéressant car, d'un côté, ils utilisaient leur soft power pour envoyer des personnes brillantes de Malte étudier dans des universités britanniques à Oxford et dans d'autres universités. Ces dirigeants, si l'on prend par exemple Don Minto, il était boursier Rhodes. Cecil Rhodes, l'un des grands colonisateurs. Son nom a été utilisé pour une bourse destinée à former les meilleurs et les plus brillants dirigeants des colonies, afin qu'ils viennent étudier en Grande-Bretagne. Ces personnes rencontraient d'autres étudiants et étudiaient la souveraineté, la liberté, les valeurs démocratiques. Mais lorsqu'ils retournaient dans leur pays et voulaient mettre en pratique ce qu'ils avaient appris, ce à quoi ils avaient réfléchi et ce qu'ils avaient vu en Grande-Bretagne, on leur disait « Non, 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 il faut faire attention, car votre souveraineté et votre démocratie ne doivent pas mettre en péril ou menacer nos intérêts impériaux en Méditerranée ou ailleurs. » C'est donc cette contradiction que Bandung a contribué à mettre en lumière. Car à Bandung, pour la première fois, probablement pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à notre connaissance, d'anciens peuples colonisés se sont réunis pour discuter de ce qu'ils allaient faire de leur avenir. Auparavant, il y avait des réunions de colonisateurs. Par exemple, si l'on prend la conférence de Berlin en 1885, où les puissances de l'époque se sont réunies pour décider concrètement de ce qu'elles allaient faire de l'Afrique. Je prends cette partie, tu prends celle-là, sans aucun respect pour les peuples qui vivaient sur ce continent. Dans ce cas, c'était l'inverse. Ce sont les peuples qui avaient été maintenus dans la répression et l'oppression qui se sont rassemblés pour dire « Écoutez, désormais, notre destin, nous devons tout faire pour le maîtriser nous-mêmes. » Et il est intéressant de noter que même à Bandung, dans le célèbre discours d'ouverture de Sukarno, le dirigeant indonésien, l'un des pères de Bandung et du mouvement des non-alignés, a cité la Constitution américaine de 1766 et la Révolution, ainsi que la Déclaration d'indépendance américaine. Je veux dire, c'est tellement ironique que l'un des premiers pays à s'être libéré du colonialisme ait été les États-Unis. Et de manière constante, on retrouve non seulement Sukarno, en 1955, citant, vous savez, « tous les hommes naissent égaux », et que le peuple doit être gouverné par consentement,
et non par des puissances étrangères qui décident à leur place de ce qu'ils doivent faire. Mais il est intéressant de noter que même imaginez, Ho Chi Minh, en 1945, lorsqu'il célébrait la libération du Vietnam du colonialisme français, a également cité la déclaration d'indépendance américaine. À cette époque, l'Amérique se débarrassait de son colonialisme et adoptait une ligne et une rhétorique anticoloniale. Même les célèbres 14 pointes de Woodrow Wilson, les déclarations de Wilson, dans lesquelles, en 1918, il parlait du consentement des gouvernés, affirmant que les peuples ne devraient pas être gouvernés par des puissances étrangères contre leur volonté. Et des dirigeants de pays comme l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam se sont adressés au président Wilson. « Oh, nous sommes si heureux que vous ayez dit cela. » Mais il n'a rien fait à ce sujet, parce qu'évidemment, il a essayé, pour être juste, il a essayé. Et lors des discussions sur le traité de Versailles, il a tenté d'appliquer les mêmes principes de souveraineté. Mais l'Italie, la France et l'Angleterre ont résisté, car elles ne voulaient pas perdre leur colonie. Il est donc intéressant de constater que même en Occident, qui n'était pas encore le bloc occidental d'aujourd'hui, le débat existait. L'Amérique montait en puissance et considérait les autres empires comme un frein à son avenir, tandis que les empires existants voyaient l'Amérique comme une menace pour leurs intérêts impériaux. Puis vint la Seconde Guerre mondiale, qui a évidemment bouleversé la situation, surtout après que le Japon a perdu ses colonies en Asie du Sud-Est et que ces pays sont devenus indépendants. Ce n'est donc pas un hasard si Bandung a eu lieu à Bandung, car les premiers pays indépendants étaient en Asie, l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam à cette époque, et la Chine, en raison de sa guerre de libération. Ils se sont donc réunis et pour la première fois, ils ont discuté de ce qu'il fallait faire. Je trouve cela intéressant parce qu'on perçoit chez eux une forme d'optimisme, l'idée qu'une nouvelle page s'ouvre. Mais en même temps, ils étaient suffisamment réalistes pour savoir qu'il ne serait pas facile de sortir du colonialisme et de construire une vie décente pour leur peuple. C'est pourquoi je pense que Bandung reste très pertinent lorsqu'on examine ce qui s'est passé au cours des 70 dernières années. Il ne fait aucun doute que durant ces 70 ans, les populations de ces pays, dans presque tous les cas, vivent mieux qu'il y a 70 ans. Mais il subsiste encore de très très grands problèmes. L'un de ces problèmes, ironiquement, est l'inégalité. La prospérité a augmenté dans ces pays, mais l'inégalité aussi. Ainsi, lorsqu'ils se sont réunis pour discuter à Bandung, il est intéressant de noter que si l'on écoute les discours de Zhou Enlai, Sukarno, Nasser, Nehru, ils ne parlent pas des affaires internationales. Ils discutent de la manière d'améliorer la vie de leur population qui vivent dans une pauvreté abjecte. Car l'un des grands mensonges du colonialisme, c'est « Nous sommes venus vous civiliser, nous sommes venus vous offrir une vie meilleure, nous sommes venus vous transmettre nos valeurs. Nous voulons que vous soyez comme nous, mais pas égaux à nous. » C'est très important. Nous sommes supérieurs, vous êtes inférieurs. Voilà la contradiction du colonialisme. Vous mettre en contact avec une civilisation supérieure, vous faire aspirer à celle-ci, mais sans vous permettre d'en bénéficier à égalité. Car alors la logique du colonialisme s'effondre et vous commencez à dire « Écoutez, les ressources que nous avons ici, pourquoi devrez-vous les prendre ?» Pourquoi devriez-vous nous donner seulement 10% de nos propres ressources? Pourquoi ça ne serait-il pas plus équitable? Pourquoi ne serions-nous pas souverains sur nos propres ressources? À Bandung, on assiste donc à une vague vers l'indépendance, vers la souveraineté, vers le développement économique. Mais ensuite, les empires ont commencé à riposter. Et après Bandung, il y a eu une série de coups d'État, d'assassinats, pour s'assurer que la voie tracée à Bandung
ne se réaliserait pas. Il y a eu de nombreux coups d'État par la suite, où les dirigeants ont été écartés, certains même assassinés, parce que leur crime était de vouloir une vie meilleure pour leur peuple. C'est tout. Et ce mouvement visant à se débarrasser des dirigeants qui ont un programme national pour s'assurer que leur nation tire un certain bénéfice de ce libre-échange, c'est bien sûr l'autre chaîne, l'une étant militaire, comme le fait d'être constamment sous la menace. Et il y en a beaucoup. Cela concerne aussi les pays d'Amérique du Sud, n'est-ce pas? Avec le Chili et ensuite la dictature de Pinochet. Il y a l'Indonésie elle-même, qui a subi un coup d'État et où Sukarno a été remplacé par un partisan anticommuniste des États-Unis. On retrouve ce schéma partout. Et la version la plus récente de cela a probablement été l'éviction de Muammar Kadhafi. Il y a bien sûr le renversement de Saddam Hussein et leur remplacement. Même aujourd'hui, l'Irak est toujours, le pétrole irakien est toujours contrôlé par les États-Unis. Après 20 ans, les États-Unis détiennent cet argent sur un compte. Et s'ils en ont envie, ils donnent au gouvernement irakien accès à une petite partie de cette somme, s'ils en ont envie. Les niveaux de contrôle direct restent complètement fous. Mais ce qui a changé au cours des 70 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, la part du PIB mondial du mouvement des non-alignés, surtout lorsqu'il était à son apogée, est en réalité bien supérieure à celle du PIB, même du G7, n'est-ce pas? L'équilibre mondial du pouvoir économique s'est totalement déplacé. Qu'est-ce que cela change aujourd'hui, selon vous, en termes de ce que ces États peuvent faire? Et vous savez, le mouvement des non-alignés n'est plus très actif, mais nous avons maintenant les BRICS. Et d'une certaine manière, il existe un mouvement similaire autour des BRICS à ce qu'était autrefois le mouvement des non-alignés. Pouvez-vous en dire un mot? Je pense que c'est très important, Pascal, car l'un des points que Sukarno a également soulevé en 1955 était « Nous n'avons pas la bombe atomique. Nous n'avons pas une armée puissante, mais nous avons une force morale forte. » Ils croyaient, je veux dire, c'est magnifique d'écouter ces discours, mais ils avaient l'illusion que face à deux superpuissances, l'Union soviétique et les États-Unis, ils pouvaient rester à l'écart, car ils disaient « Nous venons tout juste d'être libérés d'une forme de domination. Nous ne voulons pas tomber sous une autre domination. » En dehors du fait que les participants à Bandung, les différents pays présents à Bandung, certains étaient communistes, d'autres anticommunistes, certains étaient monarchistes, d'autres des démocraties. C'était donc vraiment, en fait, leur slogan était « l'unité dans la diversité ». Et c'est pourquoi ils ont développé le concept et la doctrine de non-ingérence dans les affaires des autres et de coexistence pacifique. Je te laisserai être toi-même, même si tu es très différent de moi. Mais n'interfère pas dans mes affaires, et je n'interviendrai pas dans ta vie. Mais ils pensaient qu'au moins, même s'ils n'avaient pas de développement économique, leur part du PIB était très très faible. On parle de pays où le taux de pauvreté était de 80%, 85%. Alors qu'aujourd'hui, même si l'on regarde l'Inde, à part évidemment la Chine, où le taux de pauvreté est considéré comme étant de 0,1%, alors qu'à l'époque il dépassait 60%, l'Inde, qui aujourd'hui, selon ses propres mesures, a un taux de pauvreté de 5%, alors qu'à l'époque il était de 85%. Donc cela a évolué, cela a clairement progressé. Ils pensaient donc pouvoir parler avec autorité morale, du haut de leur supériorité morale, et dire aux autres pays « laissez-nous nous développer ». Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Malheureusement, la force brute l'a emporté. Et c'est pourquoi il y a eu cette série de coups d'État. Nous n'avons pas mentionné l'Iran avec Mossadegh, qui déjà, dans les années 50,
avait amorcé la voie vers la démocratie parlementaire, vers les droits de l'homme. Car il faut aussi garder cela à l'esprit. À Bandung, les droits de l'homme étaient le premier principe évoqué. Les droits de l'homme étaient le premier principe évoqué parce qu'ils, et je partage cette position, et aujourd'hui nous avons encore un grand déficit lorsqu'il s'agit de décrire la démocratie, non pas comme un simple exercice périodique de vote. C'est une définition très réduite de ce qu'est la démocratie. Si cela se résume simplement à voter tous les 4 ou 5 ans, c'est une idée très limitée de la démocratie. La démocratie devrait être politique, oui, mais aussi sociale et économique. Vous savez, il faut, comme le dit la Charte des Nations Unies, être libre de la peur et libre du besoin. Donc il faut être libre et nourri, pas non libre et nourri, ou affamé et libre. Vous voyez, libre et nourri. Et Bandung souligne ce point. Aujourd'hui, le fait que ces pays aient dépassé, en gros, ils ont dépassé l'Europe et les États-Unis, si on les prend ensemble en termes de développement économique, mais aussi de développement technologique. Et aussi, militairement, ils ne peuvent plus être bousculés aussi facilement. Et c'est aussi, je pense, l'hypocrisie quand il s'agit de la dissuasion nucléaire. Je suis totalement en faveur de la dénucléarisation du monde et autant que possible de l'élimination des armements nucléaires. Mais malheureusement, le message que l'Occident a transmis à ces pays par son comportement est le suivant. Si vous possédez une force de dissuasion nucléaire, nous ne vous attaquerons pas. Donc, n'ayez aucune force de dissuasion nucléaire. Alors, qu'est-il arrivé à Kadhafi? Lorsque Kadhafi n'a pas insisté, comme la Corée du Nord, pour avoir une force de dissuasion nucléaire, qu'il y a renoncé et qu'il a dit à l'Occident, « Venez, assurez-vous, vérifiez que nous n'allons pas développer d'armes chimiques, que nous n'allons pas développer d'armes nucléaires. » Ils s'en sont débarrassés en 2011. Et le pays est toujours dans un état terrible. Vous savez, c'était l'un des pays les plus ranked Méditerranée. Et les gens vivent encore dans des conditions très difficiles, vraiment très difficiles. Et là encore, ils ont renversé Kadhafi, non pas pour le bien du peuple libyen, car dès qu'ils l'ont renversé, ils ont perdu tout intérêt pour ce qui arrivait au peuple libyen. Et cela aussi aurait pu être évité. Je me souviens, il y a 4 ans, avoir discuté avec Romano Prodi, l'ancien président de la Commission européenne, à Bologne. Il me racontait qu'à la veille des attaques de l'OTAN contre la Libye, les chefs tribaux libyens l'avaient contacté et lui avaient dit « S'il vous plaît, parlez aux gens de l'OTAN, parlez à votre Premier ministre en Italie, parlez au Premier ministre britannique et dites-leur que nous parviendrons à négocier une bonne issue avec Kadhafi pour arrêter la répression, pour arrêter les attaques contre la population civile. » Nous allons le faire, mais nous devons nous assurer que nous ne serons pas attaqués. Et Prodi a eu la réponse. Non, cela ne nous intéresse pas. Nous allons attaquer la Libye. Nous allons attaquer Kadhafi. Nous allons renverser Kadhafi. Pour eux, la chose la plus importante, c'est que les pays qui ont participé à Bandung et ceux qui sont devenus des pays souverains, si vous ne pouvez pas les contrôler, détruisez-les. Je veux dire, c'est aussi cynique que cela. Rendez-les dysfonctionnels. Et peu importe si ces pays restent, vous savez, des États en faillite, s'ils sont en guerre civile, si les gens, vous savez, ne peuvent pas vivre mieux qu'avant, ne peuvent pas vivre une vie décente. Ils s'en moquent. Cela fait toujours partie de la mentalité impériale dont tu parlais tout à l'heure, Pascal. Mais vous savez, ce qui me frappe, c'est que ce qui a rendu 2011 possible, c'est le fait qu'il y ait eu une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a permis la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne, qui a permis à l'OTAN de mettre en œuvre cette zone d'exclusion aérienne. Et cela s'est produit parce que la Russie et la Chine se sont abstenues. Je crois qu'elles se sont abstenues. Elles n'ont pas voté en faveur.
Abstain. They didn't vote in favor. They did. No, abstain. They abstained. They But said they abstained. Non, non, ils se sont abstenus. Ils se sont abstenus en pensant qu'il s'agirait d'une opération très contrôlée. Et il suffit de lire un livre publié pendant le Covid par Ian Martin, qui était le principal représentant de l'ONU en Libye. Il a expliqué que le mandat avait été complètement bafoué et qu'ils étaient simplement intervenus pour faire ce qu'ils voulaient, y compris tuer une partie de la population civile et détruire les infrastructures civiles de la Libye, ce qui ne faisait pas partie du mandat des Nations Unies. C'était un mandat très restreint. Which was not in the mandate of the United Nations. No, but That was a very restricted mandate. yeah, and the story you just told me, that just Oui, et l'histoire que tu viens de me raconter, ça veut simplement dire que c'était prémédité. Ce n'était pas juste « Oh, malheureusement, ça s'est passé comme ça ». Non, non, non. Et tous les autres étaient informés. Non, voilà ce qu'on va faire. On va bombarder, on va se débarrasser de Kadhafi, et il partira. Donc c'était un plan de l'ONU. Action of the UN. Yes, but recently I heard something which is very shocking. Oui, oui. Um, Mais récemment, j'ai entendu quelque chose de très choquant provenant de sources américaines. Une partie de l'opération militaire a également été menée par de jeunes pilotes norvégiens qui ont été envoyés bombarder la Libye dans le cadre d'un exercice, comme des exercices. Ils disaient en fait, vous savez, nous avons vraiment apprécié bombarder la Libye parce que c'était un véritable exercice de tir réel. Ce n'était pas juste un entraînement, vous savez, à faire semblant d'attaquer quelque part. Je veux dire, c'est effrayant parce que c'était encore une fois une partie de la mentalité coloniale. Vous déshumanisez les Libyens ou les Africains ou les Haïtiens ou n'importe qui d'autre. Palestinians. Les Irakiens, les Palestiniens, ce ne sont pas des êtres humains. Donc si vous les bombardez, si vous les tuez, vous savez, nous sommes supérieurs. This raises the question to me, you know, Cela soulève une question pour moi. Non seulement l'hypocrisie de tout cela, comme crier aux droits de l'homme tout en bombardant des populations, c'est une chose. Mais cela soulève aussi la question suivante. Comment le reste du monde est-il censé traiter avec l'Europe et l'Amérique du Nord, si l'on comprend désormais, non seulement à travers le génocide de Gaza? Je pense que le génocide de Gaza n'est que la dernière manifestation de cette mentalité coloniale et de ce mépris pour tous les autres, mais aussi à travers tous les autres exemples. Nous avons la Libye, l'Irak, la Syrie et ainsi de suite. Il y en a tellement. Avec toute cette connaissance de la façon dont l'Occident agit, comment tous les autres, comme le nouveau mouvement des BRICS, et tous les autres, sont-ils censés traiter avec l'Europe et l'Amérique du Nord si l'on sait qu'on ne peut pas leur faire confiance? Quel serait votre conseil sur la manière de traiter avec les Européens et les Américains? how to deal with the Europeans and the Americans. No. In fact, I think what is happening now is En fait, je pense que ce qui se passe maintenant, c'est voyons comment la Chine réagit. C'est très intéressant. La Chine a été très patiente. Je voulais vous parler de quelque chose concernant la Chine qui n'est pas très connu, mais que je trouve très intéressant. Donc revenons environ 500 ans en arrière, lorsque Christophe Colomb est parti pour soi-disant découvrir les nouvelles terres. Elles n'avaient pas besoin d'être découvertes. Elles existaient déjà. Je veux dire, quelle arrogance de dire que l'on découvre des pays. Mais il y est allé, et les Européens sont allés dans ces pays avec l'idée d'empire et de conquête. Il est intéressant de comparer cela à l'explorateur chinois Zheng He, 80 ans avant Colomb, qui est allé en Inde, en Afrique, non pas pour conquérir, mais pour le commerce et la diplomatie. but to trade and diplomacy. So there is something in this civilization. Il y a donc quelque chose dans la civilisation occidentale qui la pousse à se sentir supérieure et qui la pousse à vouloir traduire cette supériorité en domination et à utiliser la force militaire pour vous faire ce qu'elle veut. Tandis que du côté de la civilisation chinoise, c'était « nous sommes venus ici pour commercer, nous voulons faire des affaires ». Je pense qu'en général, c'est encore la différence entre les différentes civilisations. Maintenant, regardez comment la Chine a réagi à Trump au sujet des tarifs douaniers.
nous ne vous laisserons pas nous intimider. La Chine, je pense, a aussi tiré des leçons de la façon dont l'Europe et les États-Unis ont traité la Russie en ce qui concerne l'élargissement de l'OTAN et ce qui se passe avec les Russes, Ukrainiens et d'autres minorités en Ukraine. Ils avaient donné leur parole qu'ils n'élargiraient pas l'OTAN. Ils avaient donné leur parole que les droits des minorités russes ukrainiennes en Ukraine seraient protégés par l'accord de Minsk. Toutes ces promesses ont été rompues. Donc, du point de vue de la Chine, ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre l'Europe et les États-Unis au sérieux. C'est pourquoi ils ont réagi très fermement concernant Taïwan et les tarifs douaniers. Ils tiennent à dire, écoutez, nous ne serons pas dupes parce que nous ne pouvons pas vous faire confiance. Vous donnez votre parole que vous allez nous traiter en égaux, mais nous savons que ce n'est pas le cas. Reagan, lorsqu'il négociait avec l'Union soviétique au sujet des missiles nucléaires, disait que les Russes ont un proverbe, qu'ils n'ont malheureusement pas appliqué eux-mêmes dans leur relation avec l'Europe et l'Amérique. Faites confiance, mais vérifiez. Faites confiance, mais vérifiez. Les Chinois le font. Ils ne feront pas confiance aveuglément. Et je pense qu'aujourd'hui, le reste du monde apprend qu'on ne peut pas faire confiance à l'Amérique et qu'on ne peut pas faire confiance à l'Europe. Non, je pense que faire confiance à l'Europe et à l'Amérique serait la plus grande erreur qui vous mènerait aux prochaines guerres. Mais nous avons un moment, en fait, pour être un peu positif ici. Dans les années 1980, l'Union soviétique et les États-Unis ont réussi à créer des traités de missiles très importants, et ils étaient fondés sur des mécanismes de vérification. Ils ont donc bien fonctionné tant que l'équilibre était maintenu. Il est donc possible de mettre en place des méthodes de vérification, bien sûr. Non, non, ce n'est pas inévitable. Je pense qu'il est très important de comprendre que quelle que soit la situation historique, cela ne signifie pas que les choses doivent rester ainsi, même en ce qui concerne l'Europe et sa relation avec la Russie. Revenons en arrière. Nous sommes en 2025. Non seulement nous devrions célébrer Bandung et voir le chemin parcouru et ce qui nous attend, mais regardons aussi la CSCE à Helsinki. Il y avait des personnes des deux côtés du spectre politique qui disaient « Écoutez, oui, nous ne sommes pas d'accord sur le système politique, économique et social que nous devrions avoir, mais il n'est pas nécessaire d'être en guerre les uns contre les autres. Il n'est pas nécessaire d'être rempli d'une haine aveugle au point de ne pas pouvoir commercer ensemble. » Nous pouvons avoir une coopération culturelle, vous savez, et nous devrions veiller à la sécurité les uns des autres. C'est pour cela que la CSCE est née. C'est pour cela que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a vu le jour, sur la base de la sécurité collective. Je veille à ma sécurité sans menacer la vôtre. Et c'était des êtres humains. Quand on parle de personnes comme Brandt, Schmidt, Kekkonen, Palm, c'était des êtres humains. Mais si vous les comparez aux dirigeants d'aujourd'hui, c'est du business. Je veux dire, l'Europe vaut bien mieux que cela. L'Europe peut faire bien mieux que cela. Vous savez, c'est pourquoi, dans beaucoup de mes interventions, j'entends de plus en plus l'expression selon laquelle l'Europe est gouvernée par une kakistocratie, c'est-à-dire par les pires, n'est-ce pas? Mais cela soulève vraiment la question. Comment l'Europe peut-elle retrouver un meilleur leadership, un leadership humaniste? Et comment les autres peuvent-ils se prémunir contre ces promesses creuses? Parce que l'Europe est pleine de promesses non tenues et n'en respecte même pas une lorsque la situation se complique. Donc, pour construire un environnement de sécurité réaliste et stable, il nous faut aussi le poids et la possibilité du mouvement des non-alignés, des BRICS, d'autres États, des États non européens, pour exiger des accords vérifiables. Et s'ils ne sont pas respectés, alors il nous faut des mécanismes, n'est-ce pas?
if they're not being kept, then we need mechanisms, right? And not mechanisms because we have some of them, you know. Et il ne s'agit pas seulement de mécanismes, car nous en avons déjà certains. Vous savez, l'Organisation mondiale du commerce est intelligente parce qu'elle dispose de mécanismes de règlement des différends commerciaux, n'est-ce pas? Malheureusement, le mécanisme actuel est bloqué par les États-Unis, car ils ne nomment pas de membres à l'organe d'appel. Mais il nous faudrait ce type de mécanisme pour que les pays hors d'Europe puissent exercer des pressions sur les Européens et les Américains et exiger qu'ils tiennent leurs promesses, n'est-ce pas? Oui, je pense que la manière dont l'Amérique et l'Europe se sont surmenées ces dernières années a contribué à ce que le reste du monde dise « Nous devons nous occuper de nos propres affaires ». Et c'est pour cela que les BRICS ont vu le jour. Parce que, par exemple, si l'on considère la politique des sanctions ou l'utilisation des institutions nées après la Seconde Guerre mondiale comme des instruments de coercition, comme des instruments de domination, nous ne vous laisserons pas utiliser le système bancaire. Nous ne vous laisserons pas utiliser... Vous savez, nous vous punirons. Si nous ne pouvons pas le faire militairement, nous le ferons économiquement. Nous le ferons commercialement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le reste du monde dit « Nous allons nous occuper de nos propres affaires ». Par exemple, si vous regardez les relations entre l'Europe et l'Afrique, la Russie et l'Afrique, la Chine et l'Afrique, la Turquie et l'Afrique, ils disent « Si vous ne voulez pas prendre soin de nous, nous traiter en égaux et nous laisser nous développer par nous-mêmes, nous irons en Chine. Nous ferons venir la Russie. Nous travaillerons avec la Turquie. » Et c'est ce qui se passe. Ainsi, le reste du monde a suffisamment appris pour dire « Nous devons nous occuper de nos propres affaires, car malheureusement, lorsque nous faisons des choses avec les États-Unis et avec l'Europe, ils défendent leurs propres intérêts et non les nôtres. » Alors, cela veut-il dire que les Chinois, les Russes, les Turcs sont des anges, saints et sacrés, et ne défendent pas leurs propres intérêts? Bien sûr qu'ils défendent leurs intérêts, mais au moins, ils ont la décence de s'asseoir avec ces pays et de dire « Écoutez, que pouvons-nous faire ensemble ?» Et je le répète, l'Europe peut faire de même. Est-elle prête à le faire? J'admire beaucoup Pascal, Enrico Mattei, l'entrepreneur italien des années 50 et du début des années 60. Car malheureusement, il est mort dans un accident d'avion. Et on ne sait pas clairement s'il est mort par hasard ou si c'était en réalité orchestré. Il était européen, il était chrétien. C'était quelqu'un qui était un homme d'affaires. Il faisait donc partie du courant principal de ce que nous appelons les valeurs européennes. Parce que aujourd'hui, quand on parle de valeurs européennes, je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Mais lui, il en montrait le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il allait au Moyen-Orient, il allait en Afrique du Nord, il allait en Asie, il allait en Asie, et leur disait « Écoutez, le pétrole que vous avez sur vos terres vous appartient. Développons-le ensemble. Concluons des accords de partenariat. 50-50. Mettons en place un accord de partage des profits où, puisque le pétrole est à vous et le savoir-faire est à nous, nous vous donnerons 75% des bénéfices. » C'était le modèle. Donc c'était possible. Ça se faisait déjà dans les années 50. Mais que s'est-il passé? Le Royaume-Uni, les États-Unis, les Pays-Bas et la France étaient très en colère contre lui parce qu'ils lui ont dit « Non, non, tu perturbes notre modèle pour, tu sais, BP, Shell. Non, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Pourquoi devrais-tu traiter ces gens comme des égaux et, tu sais, conclure des accords de partenariat si c'est comme ça? » Donc, si l'Europe veut sortir de la situation abyssale dans laquelle elle se trouve actuellement, elle doit apprendre un peu d'humilité et traiter ces pays correctement, comme des partenaires. Or, je pensais que l'une des valeurs européennes les plus importantes était l'égalité, que je te traiterais en égal. Tu sais,
sois aussi différent de moi que tu veux, mais traitons-nous en égaux. L'Europe est tellement douée pour parler de ce sujet. Ils utilisent de si jolis mots, puis ils créent des gens comme... Comment s'appelait-il déjà? Paparolo, le jardin, la jungle, vous voyez. Ah oui, Borrell. Ces mêmes personnes qui se tiennent devant vous et proclament les droits de l'homme au-dessus de tout. Mais malheureusement, Israël doit tuer tous les Palestiniens parce que c'est la seule chose juste. Je veux dire, ils disent cela dans la même phrase. Et ils ne reconnaissent même pas qu'ils se contredisent eux-mêmes. C'est de la logique de base. Pas seulement une faute morale, mais une faute logique élémentaire. Et je ne sais plus du tout comment gérer cela. Mais il y a des racines historiques profondes à cela. Parce que si l'on remonte au XVe siècle, lorsque le pape a dit aux Portugais et aux Espagnols « Allez dans ces pays », il s'agissait de l'Amérique latine. Comme ils sont habités par des non-chrétiens, vous pouvez faire ce que vous voulez de ces gens. Vous pouvez même les tuer, surtout s'ils ne se convertissent pas au christianisme. J'entends par là, imaginez Jésus-Christ parlant de fraternité et que nous sommes tous. J'aurais été choqué de voir la croix utilisée avec l'épée pour asservir des peuples. Mais c'est ainsi. Le pape de l'époque, qui était un Aragonais espagnol, a promulgué la fameuse doctrine de la découverte. Si vous allez dans ces terres non chrétiennes et barbares, vous les détruisez parce qu'elles ne sont pas chrétiennes. Elles ne sont pas européennes. Cela dure depuis 500 ans. Il est intéressant, Pascal, de noter que c'est seulement le pape François, qui venait de ce continent, qui a effectivement retiré cette doctrine. Les papes précédents avaient été sollicités par des peuples autochtones de tous les continents, se rendant au Vatican pour demander à Jean-Paul II, à Benoît XVI, « Retirez cette doctrine du XVe siècle. Pourquoi la maintenez-vous encore ?» Vous savez, c'est le pape François qui l'a retirée. Ainsi, on assiste à l'émergence des BRICS qui surpassent militairement, économiquement et technologiquement l'Occident collectif. Heureusement, cela se produit aussi dans l'Église catholique, où de nouvelles énergies proviennent de ce que le pape François appelait autrefois les périphéries qui ne permettent plus au centre de les dominer comme auparavant. Ce qui est frustrant, c'est que si vous écoutez les Européens et les Américains vous diront « Nous n'avons jamais été coloniaux ni impérialistes. Nous nous sommes libérés de l'impérialisme, n'est-ce pas? » Et les Européens vous diront « Oh, c'était le cas autrefois, mais nous avons arrêté il y a longtemps. Le colonialisme, c'est comme le féodalisme. Ça s'est arrêté il y a longtemps. » Les Européens n'ont aucune idée à quel point ils restent coloniaux vis-à-vis du reste du monde. Et vous ne cessez de souligner à quel point l'Europe oublie complètement que l'Afrique, en tant que continent, se trouve juste à ses frontières. Et ce n'est qu'un des symptômes de cette amnésie. Pour moi, ce n'est pas de l'amnésie, c'est de l'aveuglement. Oui. Et comment les États-Unis peuvent-ils dire qu'ils ne sont pas un empire, alors qu'ils possèdent entre 700 et 800 bases militaires à travers le monde? Alors qu'ils se réunissaient à Bandung dans les années 50, l'Amérique étendait déjà ses bases militaires et navales en Asie du Sud-Est. Ainsi, pendant que les dirigeants là-bas parlaient de l'importance de ne pas appartenir à des alliances militaires et de ne pas laisser leur pays être utilisé comme base navale les uns contre les autres, l'Amérique poursuivait son expansion, affirmant de toute évidence sa suprématie après la Seconde Guerre mondiale, lorsque tous les autres pays étaient détruits pour s'imposer au reste du monde. Et aujourd'hui, elle dispose d'un réseau de 800 bases navales et militaires à travers le monde, ce qui constitue l'empire. Vous savez, c'est un empire. Il est en déclin, mais il lui reste encore pas mal de vitalité.
And this is where I believe a lot of the Et c'est là que je pense que de nombreuses régions du monde ayant été colonisées peuvent beaucoup apprendre de Malte, car Malte a fait le choix très intelligent de rejeter le dernier empire et de le remplacer par la neutralité. Ne le remplacez pas par un autre empire. Remplacez-le par une politique d'autonomie et le fait de réellement se retirer de ce grand jeu. Everest, si les gens veulent en savoir plus sur vous, où doivent-ils aller? People want to read more from you, where should they go? Eh bien, je suis encore un peu à l'ancienne, Pascal. J'ai toujours un site web. Je publie principalement localement, mais il m'arrive évidemment de publier des articles en anglais. J'ai un site web que je t'ai déjà partagé. Je mettrai le site web dans la description ci-dessous. Et Everest Bartolo, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Your time today. Merci, mais merci.